Nous sommes en 2012. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Sur le boulevard du 30 juin, un certain Pierre Kalala, muni d'un permis de conduire, entre dans la banque BIAC. Il va récupérer 3 millions de dollars en liquide, sort de la banque et s'en va. Quelques semaines plus tard, l'affaire éclate. Scandale, détournement de 3 millions dans le projet de la fibre optique. Bonjour, vous êtes sur Politico, c'est l'émission So Politico. Alors, vous connaissez cette affaire, mais vous ne savez pas comment elle s'est résolue. De nos sources généralement bien informées, comme dirait mon confrère Edmond Izouba, impossible à démentir, eh bien, quand il apprend la situation, Joseph Kabila va demander à Pierre Lumbi, son conseiller spécial en matière de sécurité à l'époque, nous sommes toujours en 2012, de pouvoir retrouver ceux qui sont derrière cette aventure afin de les punir et de rembourser l'État congolais. Pierre Lumbi va bien faire son travail puisqu'il va finir par coincer le monsieur qui va les guider vers un certain Jean-François David et le DG de l'OCPT à l'époque, Jean-Pierre Mwongo. Certains seront même emprisonnés entre guillemets dans une piscine à la cité de l'OUA, comme on nous le rapporte. Bien évidemment, si vous n'avez pas appris tout ça ici, c'est parce que le président Joseph Kabila n'a jamais réglé ses problèmes à travers un tribunal de justice. Cependant, le Congo vient de changer. Le 8 avril 2020, à Matete, au parquet, l'un des hommes les plus puissants du régime actuel, bras droit du président Félix Tshisekedi, un as de la politique congolaise, seigneur à l'est du pays, est écroué dans un map, comme on a l'habitude de dire ici aujourd'hui, et placé à la prison centrale de Makala. Innocent, acharnement politique, nous voilà au cœur de l'affaire Vital Kamerhe qui vient et qui continue de livrer ses secrets. La justice congolaise étant en marche, nous avançons petit à petit et nous sommes chaque jour proches de la vérité. Qui a détourné l'argent de l'État? Vital Kamerhe est-il coupable? C'est bel et bien ce que le procès ouvert depuis le 11 mai à Kinshasa a essayé de savoir. Et jusqu'aujourd'hui, je veux vous dire de manière sincère, nous n'avons pas encore pu conclure à quoi que ce soit. Mais à travers ces numéros spéciaux, nous allons revenir sur la situation, essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis le début de l'affaire dans notre lecture des éléments et de la situation. Alors, qu'est-ce que la justice reproche à Vital Kamerhe, Jeannot Mouima et Djamal Sami? Il y a 3 affaires dans ce procès. La première, à charge de Vital Kamerhe et Djamal Sami, la justice reproche à Vital Kamerhe d'avoir détourné 48 millions de dollars, bon, c'est 48 et des poussières, qui ont été confiés à Samibo, une société appartenant à Djamal Sami. Deuxièmement, la justice accuse Vital Kamerhe, et toujours aux côtés de Djamal Sami, d'avoir détourné 2 100 000 et quelques poussières qui ont été confiés à une autre société de Djamal Sami, Ousmal SARL. Et dernièrement, cette fois, Vital Kamerhe aux côtés de Jeannot Mouima Ndelé, on reproche aux deux d'avoir détourné une somme de 1 100 000 dollars remis à Jeannot Mouima. On va revenir peut-être sur les déroulements du procès. Mais d'abord, on va vous expliquer un peu quels sont les événements réels. Parce que chacun dit X, chacun dément, chacun dit ceci. Vous attendez quand même à un certain moment que quelqu'un vous explique clairement ce qui s'est passé.
Et nous sommes là pour ça. Vous avez tous suivi le procès, nous n'allons pas revenir sur le discours fleuve des uns, la rancune des autres, mais cette émission s'attelle à expliquer aux communs des mortels, aux Congolais, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir le 25 janvier, en prêtant serment. Le 24, c'est le 25 que le président Joseph Kabila, tout souriant, crâne rasé, va lui remettre les clés du palais. Le même jour, le soir, un communiqué signé par Vital Kamerhe, qui est dans la foulée nommé directeur de cabinet, annonce que plus personne ne peut faire une dépense outre que les dépenses courantes des institutions sans passer par un accord de la présidence de la République. C'est qui suspend tous les projets. Mais en 2018, Joseph Kabila vient de choisir les pires candidats au monde pour remporter une élection présidentielle pour son camp. Pendant ces temps-là, Justin Bitakwira, ministre du Développement rural, depuis son bureau, est confié d'une mission par Ray Charles, par Bruno Tshibala, de pouvoir obtenir un avis de non-objection pour un marché de gré à gré de construction de maisons préfabriquées auprès de la Direction générale de contrôle de marché public dirigée par un certain Michel Ngongo. Bitakwira boutique bien l'affaire et obtient l'avis de non-objection. Ce qui veut dire que Bitakwira et Bruno Tshibala, le Premier ministre, peuvent passer le marché avec une société dénommée Samibo, d'un certain Jamal Sami, pour une valeur, retenez bien, c'est très important, de 27 600 000 $. Bitakwira aux anges, sûrement Bruno Tshibala dansait, ils ont l'affaire. Sauf qu'ils ont mal calculé leurs coûts parce que quelques mois plus tard, on se rend compte que le Congo manque d'argent parce qu'il doit organiser des élections. Joseph Kabila s'est targué de pouvoir le faire avec l'argent propre du Congo. Bitakwira voit ses espoirs de faire réaliser les projets des maisons préfabriquées tomber à l'eau. Il va disparaître dans la campagne électorale, dans des choses ainsi de suite. Je ne sais pas s'il a été candidat. Le projet est au point mort. Comme Félix Tshisekedi vient d'arriver au pouvoir, Bitakwira, dans son témoignage au procès, dit qu'un bon matin, il a appris par son secrétaire général que le projet a été reprogrammé dans le cadre du fameux programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi. Alors, Bitakwira, tout heureux, voit plutôt la présidence de la République, par le biais de Vital Kamerhe et Lwakanigi Kingi, papa de Soraya, lui demander de concevoir un avenant. Ça veut dire quoi? Les contrats qui a été conclu en 2018 de 27 millions restent et toujours d'application. Mais Vital Kamerhe veut que cette fois-ci, notre ami Bitakwira fasse une correction qui ramène d'abord le nombre de provinces voulues à 9, disons des 9 à 6, ensuite le nombre de maisons de 900 à 1500, et puis le frais globaux passerait de 27 millions à 57 millions. Bitakwira fait une lettre qu'il envoie au mois de juillet à l'autorité de contrôle de marché, Michel Ngongo, rappelez-vous, pour lui demander de valider ces nouveaux avenants qui se joignent au contrat. L'avenant va modifier un peu le contrat initial. Mais, problème. Michel Ngongo dit à Bitakwira dans une lettre du mois de juillet, écoute, Bitachou, vous ne pouvez pas changer la nature initiale d'un contrat de 27 millions et de rapporter à 57 millions. C'est quoi cette histoire? Bon, il lui demande quand même assez gentiment, écoute Bita, ramène un peu ton contrat, disons, ton avenant à deux choses. Premièrement,
tu les sépares de l'ancien contrat que tu gardes à 27 millions, tu fais un autre contrat et tu le ramènes à une trentaine de millions. Vous allez faire la différence, je crois que c'est 30 millions, 27 plus 30, ça fait 57. Donc Bitakwira avait mission, et sur demande de la direction de marché, de faire un autre contrat de 30 millions pour pouvoir faire passer celui-ci comme un nouveau contrat. Mais aussi de garder l'ancien de 27 millions tout en prenant la peine, et ça c'est très important parce que beaucoup de choses se sont dites dans les procès, tout en prenant la peine de ramener le nombre de provinces à 6 au lieu de 9. Et donc, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, vous allez me suivre, c'est très important. Bitakwira, et on demande à Bitakwira de faire ceci. 1. De garder l'avenant qui a été demandé, de ramener à 57 millions, mais de faire sauter cette partie de 57 millions, seulement de garder la demande de province qui passe de 9 à 6. Point. Le projet reste le premier contrat des 27 millions. On ne change pas le montant. Ensuite, de faire un autre contrat des 30 millions où cette fois-là, l'autorité des marchés devrait valider et passer. Bitakwira fait ça. Sauf que, au lieu de faire un contrat des 30 millions, nous ne savons pas, peut-être grâce à la grand-mère, Bitakwira renvoie seulement les changements, s'il vous plaît, de province de 9 à 6, l'avenant là, et il envoie ça à Michel Ngongo de la direction des marchés. D'après nos sources, c'est qu'il n'a pas dit au procès, il a aussi envoyé un projet de 30 millions. Sauf que l'autorité des marchés n'aura ni le temps ni l'intérêt d'accorder l'autre projet de 30 millions. Il accorde seulement l'avenant qui ne veut pas changer le coût total du projet initial qui a été signé en 2018, mais seulement le nombre de provinces de 9 à 6. Voilà la situation. Or, tenez-vous bien, j'espère que vous allez bien bu ou vous avez des pop-corn. Pendant que Bitakwira est en train d'écrire, nous sommes en juillet 2019. En ce moment-là, Jamal Sami avait déjà reçu tout son argent. En fait, les 57 millions pour lesquels Bitakwira était en train de faire la démarche pour obtenir l'avis de non-objection étaient totalement décaissés à Jamal Sami, sans soubassement. Vite, la question arrive pour savoir qui a fait ça. Bien évidemment, quand on décaisse de l'argent sans soubassement, on demande à l'ordre de qui? Qui a ordonné cela? Mais rappelez-vous, le 25 janvier, quelqu'un avait dit « Ne faites plus de dépenses à moins que vous ayez l'autorisation de la présidence. » Ah, donc c'est la présidence de la République. Qui à la présidence a ordonné ces décaissements sans soubassement? La question a été posée durant le procès. Et la personne qui vient nous répondre de manière claire, elle s'appelle Henri Yave, ancien ministre des Finances. Henri Yave, c'est pas là que je découvre, un grand cerveau, a été clair, très professionnel, car si d'autres avaient des dossiers et des règlements de compte à faire à Vital Kamerhe, lui, il a été simple. Monsieur Yave, qui a ordonné les décaissements, Monsieur Yave dit « Les directeurs de cabinet du chef de l'État, dans une lettre, m'a demandé de payer cet argent en plus d'un plan de décaissement joint à la lettre. Le plan de décaissement a été conçu par Vital Kamerhe. On verra ça tout à l'heure. Et Henri Yave note quelque chose de très important, c'est fait sur demande des paiements en urgence. Alors, on demande à Yave,
Pourquoi payez-vous sans vérifier qui a reçu l'argent et ainsi de suite? Yav dira quelque chose de très intéressant. En tout cas, quand on a une procédure de paiement en urgence sur demande de la présidence de la République, nous exécutons les ordres. Les ordres sont quoi? Vous payez tel montant à X par quel moyen? Nous établissons donc que c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, qui a demandé le paiement. Logiquement, en tant que Congolais, on se demande, vous payez quelqu'un en urgence, sans contrat, et il a été choisi, cette personne, la société de cette personne a été choisie sans soubassement, c'est-à-dire sans procédure légale. Pourquoi? Pourquoi vous ferez un tel paiement? Nous avons suspicion logique envers le directeur de cabinet du chef de l'État. Évoluons. Le directeur de cabinet du chef de l'État s'est bien évidemment défendu. Le directeur dit quelque chose de très important. Tous ces ordres de paiement ont d'abord, été faits sur instruction du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Deuxièmement, que le plan de décaissement a été discuté au sein de la cellule de supervision. Cette émission risque d'être longue. Alors, on a fait appeler, évidemment, les gens de la cellule de supervision pour savoir qui a pris la responsabilité de faire quoi. Malheureusement, outre Justin Kamerhe, tout le monde, c'est-à-dire Nicolas Kazadi, qui était le coordonnateur, Peter Kazadi, qui était là, et même des ministres, Thomas Louaka, lui encore Bitakwira, ont eu, et Pierre Kangoudia, qui était le ministre du budget à l'époque, ont unilatéralement eu une même position, à peu près, qu'ils n'ont participé ni de près ni de loin à l'élaboration du projet des maisons préfabriquées, ni à la signature du contrat au choix de prestataires, encore moins à l'élaboration du plan de décaissement. Nous n'avons qu'une seule personne qui reste dans le bac. Jamal Samy reçoit 57 millions, la totalité de son contrat. Mais un an après avoir reçu l'argent, il n'a fait que 294 maisons, si je ne me trompe pas, sur le 1500 qui ont été commandées. Et bien évidemment, il a une explication. Mais, outre le fait que l'État soutient, la partie civile soutient que l'argent, la facture, la facture a été, gonflée, c'est-à-dire il y a eu surfacturation, il y a aussi un aspect que le gars n'avait pas le droit, par rapport aux normes officielles, aux lois, de recevoir 100% de sa facture avant d'avoir commencé le boulot. Encore moins, c'est comme l'a expliqué M. Michel Ngongo de la direction de contrôle de marché, encore moins, en fait, selon la loi, il ne devait même pas recevoir plus de 30% pour effectuer ce travail. Il devait recevoir une partie de l'argent, je crois 30%, au plus. Ensuite, effectuer les travaux, ce n'est qu'après avoir livré le travail à l'État congolais que M. Jamal Samy reçoit la différence qui restait. Vous voyez un peu là où se situent les problèmes. Évidemment, nous avons découvert que Jamal Samy a été payé intégralement avant même qu'il ne soit signé un contrat. Rassurez-vous, nous parlons sur base des accusations, de pièces et de nos propres convictions. Nous allons peut-être revenir à la fin pour vous expliquer les choses selon l'entendement du directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, afin de ne pas porter préjudice à qui que ce soit. Notre démarche n'est pas tant de pouvoir léser les gens, c'est de pouvoir vous expliquer réellement qu'est-ce qu'il y a eu, et tout en vous accordant la vision des acteurs, incriminés ou pas, autour
de cette affaire grave qui touche à la vie des nations, de la nation et à nos millions qui sont désespérément recherchés aujourd'hui. Il s'agit du directeur général de la Robank, la première banque commerciale du pays. Je vais vous expliquer pourquoi il devrait être dans ces procès, pour au minimum comme témoin. Henri Ave dit, quand le directeur de cabinet du chef de l'État lui envoie une lettre lui demandant de payer en procédure d'urgence Jamal Sami, c'est-à-dire sur plusieurs fois parce qu'il fallait vérifier la disponibilité des fonds, et le ministre des Finances fait une révélation vraiment accablante. Il dit que l'argent était payé sur base de réserves stratégiques, si je ne me trompe pas, de nos réserves en dollars, ce qui est suffisamment grave, mais on verra ça peut-être après. Dans la lettre, les explications et le plan des trésoreries du directeur de cabinet qui ont été envoyés au ministre Henri Ave, il y avait bien évidemment le nom du bénéficiaire, Sami Bo, de Jamal Sami, et surtout les coordonnées bancaires de ces derniers. Les coordonnées bancaires indiquaient la Ecobank, une banque commerciale à Kinshasa. Mais alors, il est attesté que Jamal Sami a reçu l'argent à la Robank. Comment ça s'est passé? Le ministre des Finances n'en sait rien. Il l'explique, il dit « Moi, j'ai donné l'ordre à la Banque centrale de procéder au paiement et je ne sais pas pourquoi il est, lui, Jamal Sami, payé à la Robank. » C'est à ce moment-là que Deogracias Mutombo va intervenir à la barre. Rappelez-vous, Deogracias Mutombo, c'est un acteur majeur de la crise autour de la BIAC, la banque qui a englouti plusieurs épargnes. On reviendra peut-être un autre jour sur cette situation, mais bon, sans prendre de prétexte dans cette situation du procès de Vitel Kamerhe, Deogracias Mutombo est passé très brillant à la barre. Il a expliqué un fait simple. Quand on vous paye de l'argent par la Banque centrale, par les trésors publics, il part forcément de quelque part. Les réserves congolaises sont stockées, devraient être stockées à l'étranger, mais pour éviter des saisies, parce que nous avons souvent des fonds vautours qui nous tournent autour, elles sont stockées, ces réserves, dans des différentes banques à Kinshasa, de telle sorte que s'il y a un paiement, par exemple, on peut demander à la Robank de payer, de décaisser via les réserves de la Banque centrale qui sont chez elle. Et voilà, on facilite l'opération. En ce moment, retenez bien, la Robank devient une banque de correspondance. Je vous explique un peu plus simplement. Quand on vous paye de l'argent depuis, on va dire, à New York, aux États-Unis, l'argent ne vient pas directement au Congo. Si par exemple vous êtes, on va dire, à la Robank ici, l'argent va aller vers une banque correspondante et la banque correspondante en ces moments-là actionne, qui travaille avec la Robank, demande à la Robank d'accréditer votre compte et elle va faire des remises et reprises à la Robank. Dans cette situation, la Robank, comme l'explique le gouverneur de la Banque centrale, était une banque correspondante. À cet effet, la Robank devait identifier le compte de Samal Jami à Ecobank et envoyer à Ecobank l'argent. Le gouverneur de la Banque centrale dit qu'il n'a jamais eu un moyen de vérifier si la Robank a fait cette opération et si la Robank a bel et bien payé Jamal Sami sur son compte à Ecobank. Mais il s'avère, d'après nos propres recherches et d'après les témoignages, notamment de la partie civile et plusieurs documents, que notre ami Jamal Sami a reçu l'argent à la Robank. Alors, il n'y a qu'une seule hypothèse. On parle d'hypothèse parce que nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé parce que la justice congolaise n'a pas invité M. Temens Thierry à la barre pour nous expliquer cette situation. En réalité, la Robank, quand la Banque centrale lui demande de payer l'argent
au compte de Jamal Sami à Ecobank. La Royal Bank, au lieu de faire cette opération, la Royal Bank a ouvert un compte pour Jamal Sami chez lui et a mis de l'argent. Ni vu ni connu. Un peu comme si vous êtes à Washington, on veut vous envoyer de l'argent à un compte congolais, mais pendant que l'argent passe dans un compte, dans une banque de correspondance, on va dire la Citibank, à New York, vous êtes de passage à côté, vous dites à la Citibank, ah non, on l'aide d'envoyer au Congo, donnez-moi ça ici, comme ça, on gagne du temps. Et la Citibank vous dit, oh, vous sortez votre mallette, on vous met de l'argent, la Citibank vous dit, au revoir, vous partez. La Royal Bank vient de faire ça. Cet acte est très crucial parce qu'il permet à Jamal Sami d'entrer en possession de l'argent et de faire perdre les traces de l'argent à travers les documents officiels. La clé de l'affaire est là. Alors, mon ami Michel Moto va sûrement m'en vouloir si je ne vous dis pas ce qui suit. En toute honnêteté, je ne suis pas juriste, je vais vous dire des choses de manière logique. Il est bien et bien établi que ce projet est très louche. Les pratiques des uns et des autres poussent à suspicion. Mais nous n'avons pas vu tout au long du procès, jusqu'à maintenant, comment Vital Kamerhe a pu récupérer l'argent payé à Jamal et mettre dans sa poche. Justement, parce que, premièrement, la Royal Bank a rendu la traçabilité compliquée. À partir du moment où la Royal Bank décide de payer Jamal Sami en étant la banque des correspondances, la Royal Bank coupe la traçabilité de l'argent en chemin. Et on va subodorer, en fait, on va juste imaginer que Jamal Sami récupère les 35 millions, les 57 millions, et comme plusieurs sources nous ont d'ailleurs dit, qu'au moins 35 millions, la Royal Bank a payé au moins 35 millions en liquide. Et même l'accusation dit que le 49 millions dont on reproche à Vital Kamerhe d'avoir détourné ont été payés par la Royal Bank en liquide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que Deogracias Mutombo, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, a dit qu'on ne peut pas retirer plus de 10 000 $ des guichets de la banque. Mais comment la Royal Bank peut sortir autant de millions sans aucune traçabilité? Comment? Alors, quand on sort 37 millions, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important, c'est la clé même de l'affaire. Quand on sort une trentaine de millions en liquide, qu'est-ce qui devient après? Parce que nous avons établi la volonté, manifeste en tout cas, on va dire supposée. Comme disait mon ami de Barcelona Politique, dans notre rêve, pour ne pas faire des amputations dommageables, dans notre rêve, il semblerait qu'il y a suffisamment volonté. D'abord, avant tout le marché, Jamal Sami donne à Massaro et à Soraya, la belle-fille de Vital Kamerhe, une parcelle. Ça, c'est supposé, il semblerait. Ensuite, on n'a établi nulle part comment Jamal Sami a été choisi d'une manière collégiale. Seulement, on voit le directeur de cabinet du chef de l'État mentionner son nom comme étant le prestataire. Troisièmement, Jamal Sami n'a jamais signé un contrat, un avenant valide présenté, y compris au niveau de la direction des marchés, qui n'a jamais validé un contrat. Donc, ça. Et quatrièmement, Jamal Sami a été payé avant même la validation, la tentative de validation de l'avenant. Donc, toute cette sauce démontre suffisamment une volonté manifeste de favoriser Jamal Sami. En plus des accointances, on se rend compte que le cousin, la belle-fille semblerait, dans un rêve, dans un cauchemar, avoir eu un lien avec Jamal Sami. Nous sommes des intellectuels, comme disait quelqu'un, nous comprenons quand même qu'il y a eu une volonté préméditée quelque part. Sérieusement.
Et quand quelqu'un ressort trentaine de millions de dollars en liquide, je ne parle pas de M. Vital Kamerhe et je ne parle plus de l'affaire, je vous parle pour mon cas. Si j'étais les voleurs dans cette histoire, qu'est-ce que j'aurais fait? Supposons que j'aurais été dans un rêve et cauchemar. Qu'aurais-je fait pour récupérer cet argent? À partir du moment où la Robank sort une trentaine de millions en liquide et donne à Jamal, j'aurais simplement envoyé un cousin que j'aurais croisé en 1964 à Walungu, nuitamment, avec un gros sac, chez les Libanais, que je n'ai jamais croisé un jour. Dans la soirée, là, les Libanais mettraient une quinzaine de millions, on va dire 20, dans ce sac. Et mon cousin entrerait dans un 4x4 Mercedes GL, flambant neuf. Il s'engouffre, il se dirige vers un certain Oasis, vers Bandal. Il gère les millions là-bas. Et on se rassurerait juste, moi et mes amis, tellement que nous sommes des as, à ce que cet argent ne refasse jamais surface, surtout dans les circuits bancaires. On s'assure que nos enfants, nos femmes commerçantes n'aient jamais à prendre cet argent et à mettre dans leurs actifs, dans un compte quelque part à la Robank, de telle sorte que quand un certain avocat de la justice ou un certain procureur viendrait chercher dans nos historiques de comptes, que l'on ne retrouve pas des dépôts bizarres de 800 000 dollars issus de nos cadeaux de mariage ou de 400 quelques mille dollars qu'on déposerait en une journée. Non, on ne ferait pas ça. Vous voyez-vous donc comment une banque commerciale réputée et sérieuse aurait facilité la disparition de plusieurs millions de dollars. Évidemment, dans ces procès, pour revenir à la réalité, nous n'avons pas de preuves de récupération d'argent, en tout cas de manière concrète. Alors, qu'est devenu Thierry Teymans, le directeur général de la Robank, pendant ces temps et pourquoi il ne fait pas partie du procès? Nous savons à Politico.cd que Thierry Teymans a été arrêté en mars, libéré après 2 semaines de détention. À sa libération, tenez-vous bien, l'État congolais et la justice vont obliger Teymans à payer d'abord une dizaine de milliers de dollars pour sa libération provisoire, ensuite lui faire payer au moins 32 millions de dollars en termes de garantie pour que les Libanais terminent les travaux. Je ne sors pas ces affirmations au hasard, ni des sources non connues. Simplement, vous allez le voir ici, grâce à une lettre envoyée aux procureurs généraux près la cour de la Gombe et près la cour de Matete, par le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda Kassende, que je salue, il affirme sur quelques lignes, en fait, dans cette lettre, il demande une libération provisoire pour Jamal Samy, le 1er avril, comme un poisson, mais il mentionne, il avoue, et c'est là que nous tenons notre source finale, que la justice a récupéré de l'argent auprès de Teymans, notamment 32 millions de dollars, suggérant que la justice devait faire la même chose pour libérer Jamal Samy, ce qui ne sera jamais fait. Mais nous avons la preuve là que la justice a récupéré 32 millions de dollars en termes de garantie. Les avocats nous diront si cette pratique est légale et pourquoi on poursuivra encore les gens. C'est un peu la mer à boire dans cette histoire et Teymans ne sera jamais rappelé, il est en libération conditionnelle, il va même s'octroyer une liberté un jour à travers un tweet de démentir qu'il n'a pas porté plainte contre Vital Kamerhe alors qu'il lui a été scrupuleusement interdit de commenter les affaires judiciaires pendant sa libération provisoire. Le banquier belge est toujours en liberté conditionnelle à Kinshasa
et il n'a jamais été inquiété, ni appelé à témoigner, ni quoi que ce soit dans ce procès de Vital Kamerhe. Pourquoi on dit jamais? Eh bien, on va chuter, c'est parce que les procès est arrivé aux plaidoiries. Quand on arrive aux plaidoiries, à moins que nous soyons si nuls sur les termes juridiques, sur les aspects juridiques, il n'y aurait plus de témoins qui viendront témoigner. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que Clémence Thierry et la Rabobank ne feront jamais partie de ce procès, alors que nous venons de voir que cette banque est au cœur même de l'aspect le plus important de l'affaire, à savoir la disparition de l'argent sur les circuits officiels, sur les circuits financiers traçables. C'est ça l'un des côtés étranges de ces procès. Nous allons évoquer quand même la question de la responsabilité du chef de l'État. Mes amis délimités, vous m'aimez, je le sais, je vous aime aussi, mais moi et vous, c'est l'amour vache. Depuis les débuts de cette affaire, dans toutes les correspondances officielles, dans tous les documents, Vital Kamerhe a toujours cité l'instruction du président de la République pour poser des actes. Évidemment, il n'a jamais été contredit. C'est-à-dire, l'octroi du marché, il saisit la direction de marché, il saisit les ministres des Finances pour payer, sans un soubassement, ainsi de suite. Mais il n'a jamais, je vous dis jamais, été contredit tout au long de toute cette procédure qui devient un scandale finalement. Les directeurs de cabinet n'existent pas officiellement. Tous les actes qu'ils posent reviennent au président de la République. Peut-on dire que le chef de l'État doit assumer les égarements de son directeur de cabinet, ou nous sommes en face d'un directeur de cabinet qui a roulé les chefs de l'État, y compris toutes les institutions de la République, ce qui serait une hypothèse qui déchargerait, en tout cas, de notre entendement, le chef de l'État sa responsabilité. Nous n'en saurons jamais, et nous le saurons peut-être à la fin de ce procès, mais il y a des retombées politiques de cette affaire. Pendant le procès, qui reste, parce que nous avons fait la première partie, la deuxième partie va arriver, c'est les plaidoiries. C'est les semaines qui vont venir. Nous aurons face à nous, d'un côté, les avocats de Vital Kamerhe, de l'autre, les avocats de la République. Les deux vont pouvoir plaider, sûrement de manière opposée, pour pouvoir disculper et inculper l'autre, et la justice va devoir trancher. Sur le plan du droit, comme on vous l'a dit dans cette émission, nous n'avons pas vu Vital Kamerhe récupérer de l'argent quelque part, et c'est ça l'argument principal des avocats du directeur de cabinet. Et pendant ce procès également, nous avons aussi une position nette que je vais vous expliquer de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe dit quelque chose de très intéressant. D'abord qu'il a agi sous la responsabilité du chef de l'État, qui est très compréhensible, dans le sens où il n'y a aucune lettre de Vital Kamerhe où il prend la décision seul. Dans toutes les lettres qu'il fait, il dit bien évidemment que c'est sur instruction du chef de l'État. Malheureusement, comme lui a posé la question l'avocat de la République, est-ce qu'il a une preuve de ces instructions? Ont-elles été verbales, ainsi de suite? M. Kamerhe a promis de montrer, sous les sceaux du secret, au président du tribunal les annotations. Ce qui serait assez inédit, peut-être qui peut être considéré assez grave. Mais il est devant une situation très délicate où il doit prouver son innocence par rapport aux actes qui tombent. Nonobstant surtout le fait qu'il y a suspicion logique autour de cette affaire. Nous partons de cette hypothèse, en partant de cette hypothèse de Vital Kamerhe, cela voudrait dire qu'on lui a simplement demandé de payer à Jamal, les directeurs de cabinet auraient fait ce qu'on lui a demandé, peu importe s'il n'y avait pas un contrat, parce que dans
défense, Vital Kamerhe croit durement qu'il y a un contrat, parce que d'autant plus que il dit que Bitakwira avait bien évidemment un contrat, une démarche auprès de la direction de marché, et que ces derniers est venu vers lui en lui disant « tu as l'avis de non-objection ». Sauf que cet avis ne concernait que la réduction de province. Il y a eu une mauvaise interprétation d'une affaire de cabinet. En toute bonne foi, on pourra dire oui, c'est qui l'a conduit à décaisser. Vu l'urgence, tout le monde était dans tous les sens, il a fait ça. Et en partant de ça, on pourrait dire que le directeur de cabinet a commis peut-être des fautes administratives graves, mais si on suit la logique de sa défense, il n'aurait pas eu une idée préméditée de détourner de l'argent. Nous arrivons au fait, l'autre aspect très important des accusations, c'est qu'il serait en contact avec Jamal Sami et qu'il aurait anticipé son détournement, à savoir d'abord l'aspect où Jamal donne la parcelle à ses enfants, son cousin et sa belle-fille. Là aussi, le tribunal n'a pas pu juridiquement prouver ces faits. Il y a des doutes logiques, excusez-moi, je vais vraiment être sincère, doutes logiques dans le sens où le show de Massaro, oh là là, ça c'était un show. S'enfuir quand on vous convoque à la justice, sortir un bon matin comme ça, attrapé par la nerf, je crois pas. Ensuite, venir au tribunal et dire aux gens que non, Jamal lui a donné 2 parcelles, données s'il vous plaît, et que dans la foulée de l'euphorie, il s'est dit, ah tiens, je vais mettre le nom de Soraya, qui est la belle-fille de Vital Kamerhe, en passant qui est la fille de Jimem Piana, papa chéri que je salue. Ça semble être un peu comestible, vous voyez un peu. Mais sur le plan du droit, mon opposant, la justice ne peut pas prouver, carte sur table, que Jamal Sami a donné une parcelle à Soraya, d'autant plus qu'on a un témoin oculaire qui assume être le responsable de cette boucan, de cette confusion. Sur ce plan, nous allons être sincères. Oui, Massaro a avoué que bien et bien, c'est lui qui a fait la confusion. Jamal Sami n'a jamais donné la parcelle. À partir du moment où on n'établit pas que Jamal Sami a donné une parcelle à un proche de Vital Kamerhe, disons à la fille de Vital Kamerhe, ni à Vital Kamerhe lui-même, nous ne pouvons pas dire que Vital Kamerhe a reçu des dons de Jamal Sami. Nous n'avons pas de preuves. Vous voyez un peu? C'est ça la défense du directeur de cabinet, et qui est tout à fait logique en termes intellectuels. Et ensuite, le directeur de cabinet insiste sur un fait très important, il n'a jamais reçu de l'argent. Le directeur de cabinet a un compte en banque, a des comptes en banque, on a vérifié, il n'y en a pas. Alors la justice a dit que non, son épouse a 800 000 $ de cadeaux, mais c'est justifié par les cadeaux. C'est quelqu'un de très célèbre, c'est d'abord un mariage people, comme dirait notre vieux Kinkaya Barnabé, c'est un mariage très pipeau, et voilà, ils reçoivent 800 000 $ des cadeaux, et ils mettent ça en banque, quitte à mettre 400 000 $ en une journée, mais bon, vous ne pouvez toujours pas que Vital Kamerhe a reçu 57 millions, ou une partie des 57 millions en rétrocommission. De ce fait, selon les avocats de M. Kamerhe et sa défense, il est totalement innocent, la justice n'a aucune pièce contre lui. De l'avis de la justice, vous l'avez vu tout à l'heure, tout au long de notre émission, on n'attend pas les choses comme ça. Parce que d'abord, cette fois on est du côté de la justice, du côté de la partie civile. En fait, les avocats de Vital Kamerhe et ceux qui ont conseillé surtout Massaro ont oublié une chose, nous sommes en procès pénal. Oui, le procès pénal, c'est les juges seuls qui décident par rapport à ses convictions. La preuve est libre en plus. À partir du moment où un juge regarde Massaro dans les yeux, il voit l'impossibilité d'acheter des immeubles à Gombe et tout ce qu'il s'épavane, les belles voitures et ainsi de suite, en si peu de temps, les juges a doute. En fait, on s'imagine dans sa tête qu'il a suffisamment de doutes pour se dire il y a quelque chose qui n'est pas génial ici. Et comme vous tous, c'est un être humain, comme on a vu le show,
On ne s'est jamais réveillé un jour, quelqu'un a pensé à mettre notre nom pour une parcelle quand même. Même le vieux Adam Bombole qui m'adore, écoutez, je suis là, il n'a jamais pensé à ça. Hein. Peut-être qu'il va penser à ça demain, j'attends, mais il n'a jamais pensé à mon nom pour une parcelle. Hein. Je ne dis pas que j'écarte l'hypothèse, ça peut venir demain, on attendra. Hein? Bonjour mon vieux. Mais les juges ont vu ça. Donc c'est au juge de décider si Massaro a menti ou non. Le problème avec ces procès, c'est qu'il y a une seule personne qui va décider à un certain moment que telle a raison, telle a tort. Malheureusement, les aspects logiques, comme on vient de montrer, qui montrent que Vital Kamerhe aurait peut-être raison, les doutes raisonnables, comme on dit, devant un juré, par exemple, il s'en tirerait. En tout cas, moi, je suis vraiment d'accord pour vous dire que si c'était un juré, Vital Kamerhe va s'en tirer parce qu'il n'a pas une preuve concrète qui prouve qu'il a récupéré de l'argent. Mais devant un procès pénal, devant un juge, si c'était moi, comme je vous ai dit, Massaro, Soraya sont cités dans une parcelle des Jamal avant le fait, avant l'arrivée au pouvoir. Ça prouve qu'il y a une connexion entre la famille de Vital Kamerhe et les prestataires. Étrangement, les prestataires gagnent le marché. Vous avez encore une preuve. Étrangement, le prestataire est payé sans contrat. Étrangement, c'est toujours Vital Kamerhe qui ordonne ces paiements. C'est pas clair. Donc le juge va se faire une conclusion autour de ça. Nous allons attendre le 11 juin pour voir comment les parties vont plaider. Il y aura plaidoirie de chaque camp. Ensuite, peut-être que les juges pourront décider le même jour, peut-être qu'on attendra. Mais on verra avec le temps ce que ça va donner. Mais pour comprendre le procès, je pense qu'avec cet élément, vous aviez pu vous faire une idée de pourquoi Vital Kamerhe dit certaines choses et pourquoi certaines choses sont ainsi comme ça. Politico.cd a besoin de votre participation. Vous avez suivi cet élément qui est une nouvelle initiative de notre rédaction, sous Politico. Mais tout ce que nous faisons, tout notre développement, à savoir nos offres en ligne, l'actualité en continu, nous avons de projets de magazine, nous avons de projets vidéo comme celui-ci, nous avons besoin de votre participation. Au lieu de fermer nos accès, vous faire payer les abonnements, nous avons demandé à ce que chacun de vous, où qu'il soit, puisse participer à la moindre mesure. C'est à partir de $1, $20, $50, $100, ainsi de suite par mois. Je ne dirais pas 57 millions de dollars cette fois-ci, mais s'il vous plaît, on a vraiment besoin de votre participation. Ce que nous faisons, la qualité que nous faisons, a besoin d'être soutenu. Nous devons lever des fonds, nous devons lever un fonds pour continuer notre installation, notre développement, mais nous ne pouvons pas le faire sans rien. Ce que nous faisons a un coût, a une qualité, nous avons vraiment besoin de votre participation. Vous pouvez payer par PayPal à l'adresse leopardrdc@gmail.com. Vous pouvez payer par M-Pesa aux numéros qui sont ici. Et vous pouvez payer par virement bancaire aux coordonnées qui vont s'afficher sur l'écran et qui seront aussi postées sur notre site web. Pour nous soutenir, pour avoir plus d'informations sur comment nous soutenir, vous pouvez taper www.politico.cd/soutenir-politico et vous aurez toutes les informations. Ce Politico de ces dimanches vient de se terminer. Comme toujours, je vous ai dit la fois passée, si Massaro n'arrive pas à vous faire rire et que vous prenez ses déclarations au sérieux, il n'y a pas assez de respirateurs au Congo. Alors s'il vous plaît, achetez-vous des pop-corn, mettez de la vidéo, restez sur Politico et suivez tout. Sans bouger, restez chez vous à la maison. C'est très important. La Covid-19 tue, la Covid-19 est partout. Et surtout, s'il vous plaît, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.